Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes. Aujourd'hui, on est encore à un nouvel endroit. Je pense qu'on n'aura jamais autant bougé qu'en ce moment Non, poté. avec Océane et Poté, la star de cet épisode qui m'attaque. Et Océane qui a plein de casquettes, un peu de métiers, que ce soit création de contenu, mannequinat, direction artistique, plein de choses. Donc on va avoir beaucoup de thèmes. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Merci à toi, Chloé. Et désolée pour le chat. Il a son quart d'heure de folie là. C'est bon. Il tente de voler la vedette de mon invité aujourd'hui. C'est ça. Dommage qu'il puisse pas parler. C'est ça. On essaiera de l'avoir après pour un petit mot. Poté, c'est un chat, hein, pour ceux qui sont juste en écoute podcast. Tout va bien. Bon, on va essayer de poser ma première question. Est-ce que tu peux tout simplement te présenter un peu comme tu veux pour commencer? Oui. Alors, mon prénom c'est Océane, mais il y en a plein qui m'appellent Colette. C'est mon surnom en fait, parce que c'est mon deuxième prénom sur ma carte d'identité. C'est le prénom de ma grand-mère. Et je suis donc directrice artistique, créatrice de contenu, créatrice événementielle et aussi directrice artistique. Là, j'ai 27 ans, je vais bientôt sur mes 28 en juillet. Et c'est un peu tout ce qu'il y a à savoir de principal sur moi. Justement, c'est marrant que tu dises ça parce que mon père, à chaque fois qu'on en parlait, il me disait « Ah oui, avec Colette !» Et j'étais là, je sais pas si c'est son vrai... Mais tout le monde m'appelle comme ça au final, c'est un peu comme mon nom de scène. Voilà, donc voilà, j'adore qu'on m'appelle Colette, donc ça me va très bien. Il avait raison finalement. Ouais, voilà. Bon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, je sais pas, quand tu étais petite, d'où tu viens? Est-ce que ta famille était un peu dans le domaine, je sais pas, de l'art, de la mode oui, bien sûr. Était en rapport avec ce que tu fais maintenant ou pas du tout Pas du tout, alors vraiment pas du tout. Quand j'étais petite, déjà j'habitais en Belgique, donc je suis née en Belgique, j'ai vécu 18 ans là-bas. Après, je suis de nationalité française, ma famille est française de base. J'étais pas du tout dans le métier artistique, justement, ma famille voyait plus un avenir pour moi très conventionnel. Donc faire des études, des bonnes études, avoir une maison, avoir un mari, des enfants, voilà, le truc classique de la société. Et c'est vrai que c'était très compliqué de leur faire comprendre que je voulais autre chose. J'ai toujours eu ce côté hyper artistique en moi depuis que je suis petite, mais justement, j'ai malheureusement pas été soutenue par mon entourage, ma famille qui ne comprenait pas forcément que je voulais aller là-dedans. Donc justement, je me suis retrouvée dans des études qui ne me correspondaient pas du tout. Donc j'ai fait des études à Bordeaux de diététique et ensuite après de management des unités commerciales. Donc j'étais vraiment perdue un peu à ce niveau-là. Après la diététique, j'aimais quand même bien parce que je me suis toujours intéressée à la nutrition, tout ce qui est du domaine alimentaire, donc tout ce qui est healthy food, etc. C'est toujours quelque chose qui m'a toujours plu. Donc je me suis dit bon, allez pourquoi pas, et puis c'est des bonnes études. Mais finalement, je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans. Donc j'ai très vite commencé à faire des photos quand j'étais jeune, plutôt ado, vers 15-16 ans, en fait, avec pas mal de photographes. Donc c'est là qu'est venu plus ce métier modèle mannequinat, en fait. Et je faisais également beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, pour moi, ça a été comme une sorte de délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui voyaient ça à l'époque comme quelque chose de très superficiel. Et en fait, j'ai vu ça un peu comme une délivrance, un endroit où je pouvais vraiment être moi-même, un endroit où je pouvais parler, où je pouvais avoir d'autres amis qui me comprenaient en fait dans ce que j'étais, dans ce que j'aimais faire, etc. Et c'est vrai qu'à cette époque, il y avait MSN, par exemple. Ouais. Ça a commencé vraiment comme ça, MSN, les blogs, etc. Et moi, j'ai beaucoup commencé là-dedans. Et c'est là qu'est venue vraiment ma passion pour les réseaux sociaux. Okay. Voilà. Et du coup, tu avais quand même d'autres... je sais pas, est-ce que tu faisais du sport, des activités, autre chose plus artistique J'ai fait de la danse classique quand j'étais petite. Okay. J'aimais beaucoup, ça j'adorais. Mais j'ai laissé tomber aussi pour des raisons un peu plus personnelles. Malheureusement, j'aurais aimé continuer. Mais j'ai fait pas mal de sport, j'ai fait aussi de l'équitation, j'ai fait même du basket, j'ai fait du tennis, j'ai touché à tout quand j'étais petite. J'arrivais pas à trouver un seul truc qui me correspondait, mais ouais, j'ai tout essayé, on va dire. Ok. C'est bien aussi d'être curieux, je pense, de tester plein de choses. Ouais. Et du coup, après tes études justement de diététique et ton autre, je sais pas si tu as fait une licence ou ce que tu as fait précisément après, mais comment tu arrives un peu dans ce milieu plus artistique, justement, après ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux déjà, où tu commençais? À quel moment ça devient un peu ton métier, où tu te dis je veux faire ça
Bah, à temps plein? en fait, à la base, je pense que j'ai toujours voulu faire ça à temps plein, mais à l'époque, donc j'ai commencé vraiment à 100, enfin, entre guillemets, je me suis vraiment mise à 100% sur les réseaux sociaux, à partager un peu ma vie de tous les jours, à travailler avec des marques il y a 10 ans, je dirais. Ça a commencé il y a 10 ans. Et ça marchait vraiment hyper bien. Donc, je commençais à avoir quelques petits contrats. Mais le truc, c'est qu'évidemment, il y a 10 ans, c'était vraiment pas bien vu comme métier. Ouais. On était énormément jugés, énormément critiqués, même insultés. Et j'avais vraiment pas du tout un entourage qui permettait qui me soutenait, donc qui permettait que mentalement ça puisse aller mieux, on va dire. J'étais trop fragile aussi psychologiquement parce qu'il y a 10 ans, ben ouais, j'avais à peine 19 ans en fait. Enfin, c'est ça, j'ai commencé il y a 9 ans en fait. Donc à peine 19-20 ans et à cette époque c'est très très dur. Donc j'aurais pu en faire un métier à ce moment-là mais j'étais pas prête. Donc en fait j'ai tout arrêté moi pendant 6 ans. Ok. Un peu 6 à 7 ans même. J'ai tout arrêté sur les réseaux sociaux, donc j'ai arrêté de partager, etc. Donc j'ai eu un food truck là, pendant 3 ans. Donc rien à voir. En fait, La diététique qui est voilà, revenue. la diététique qui est revenue. J'ai été dans le milieu de la restauration. Donc là, il y a seulement 1 an que j'ai repris tous ces métiers des réseaux sociaux, de la direction artistique et du mannequinat. Et mannequinat, c'était pareil, à l'époque, ça commençait à bien fonctionner, etc. J'étais dans une agence et tout, donc c'était cool. Et j'ai vraiment tout arrêté, j'avais trop de jugements et critiques et j'arrivais pas C'était trop dur psychologiquement en fait. Ouais, bah... Voilà. Ouais, en fait, je pense qu'on n'imagine pas tant commencer de recevoir autant de, justement, de commentaires, etc. Mais Ouais, il y en a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte. Je pense c'est C'est un ça. peu dur. C'est ça. Et surtout à cette époque, il y a vraiment... les personnes ne se rendent pas compte du tout combien de critiques on peut recevoir par jour. C'était vraiment, à l'époque, tout le monde se moquait de nous, on va dire. Et maintenant, vu que c'est devenu quelque chose de très basique d'être sur les réseaux sociaux, maintenant, quand tu as une entreprise, tu es obligé d'être sur les réseaux sociaux. Oui. En fait, tu es obligé d'être sur Insta, d'avoir un site internet, etc., de te montrer. Donc, on passe d'une époque où on se moquait de nous à une époque où nous idolâtre, Ouais. en fait. C'est vraiment passé d'un extrême à l'autre. C'est ça c'est un peu what the fuck, quoi, tu vois. C'est vraiment passé d'un extrême à l'autre. Les gens, avant, voilà, ils se moquaient de toi et maintenant ils sont là, oh, trop bien, tu fais de la création de contenu. Enfin, ouais, c'est un peu le truc à la mode et facile voilà. d'accès presque. Enfin, oui, voilà. moins, Oui, parce que finalement, tout le monde peut le faire. Enfin, c'est beaucoup d'expérience, il faut vraiment se la donner, mais c'est sûr que tout le monde peut. Ouais. Et à l'époque, tu avais déjà. En termes de. Parce qu'on compte quand même pas mal, je pense, en nombre d'abonnés ou quelque chose comme ça. Ouais. À l'époque, tu étais déjà beaucoup suivi, par exemple, pour l'époque, et c'est pour ça que tu recevais autant de commentaires, je pense. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je l'ai beaucoup suivi par l'époque. J'avais plus de followers qu'à l'heure actuelle. D'ailleurs, j'étais montée jusqu'à 13 000. Ouais. Donc c'était beaucoup quand même pour les... Et là, c'est redescendu, tu vois. Là, c'est descendu à 8 000 quelque chose. Là, j'ai re-augmenté à 11 000. Ouais, mais ça a fait comme ça. Mais vu que j'ai rien posté pendant 6 ans, mais les gens, ils m'ont désuivi, etc. Et c'est vrai que pour l'époque, c'était déjà pas mal. Et en fait, ça avait augmenté vraiment d'un coup. J'avais pris énormément de visibilité d'un coup. Ce qui fait que, à ce moment-là, on t'invite partout, t'as plein de demandes, etc. Mais par contre, pour la rémunération, c'était autre chose. Rien à voir. Là, les gens, ils te rémunéraient quasiment pas. Ouais, tu bossais gratuitement. À l'époque, ouais. Et du coup, t'as dit que tu étais dans une agence, je pense, à l'époque. Comment t'es rentrée justement un peu dans ce circuit-là, un peu mannequinat, création de contenu, etc. Est-ce que t'as passé des castings, il y avait des critères, je sais pas, est-ce que tu peux... Mannequinat, c'était assez facile. J'ai toujours... quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment une morphologie mais très très mince. J'ai toujours une morphologie mince, mais pour l'époque, j'avais encore quelques kilos de moins. Ouais, donc c'est vrai que voilà, ça va. Je suis rentrée dans les clous dans tous les cas de mensuration. C'est vrai que quand tu rentres dans une agence, tu as quand même des mensurations. Tu as 1m72, si tu fais une taille, tu vois, 62, 64, c'est trop bien pour eux, tu rentres direct. Voilà, j'avais une tête assez jeune. Voilà, quand tu as 19 ans, que tu fais 1m72, que tu fais du 32, c'est pas super compliqué de rentrer dans une agence, on va dire. Voilà, que tu as un peu d'expérience, que tu as déjà fait des photos, etc. Donc voilà, il suffisait juste de m'inscrire et puis c'est passé. Et du coup, tu étais déjà ici, par exemple, dans ton agence ou t'étais... Enfin, je sais même pas si tu as toujours habité en fait vers Biarritz. Ça fait 10 ans que j'habite ici. Okay. Ça fait 10 ans que j'habite là. Donc oui, j'étais dans une agence de la région. Et voilà, et je me suis mise aussi dans une agence en Belgique. Mais j'étais pas souvent appelée parce que vu que j'habitais plus là-bas, c'était plus compliqué. Ok. Voilà. Donc en soi, il y a toujours les critères un peu clichés, entre guillemets, qu'on imagine peut-être dans le mannequinat. Un peu plus, mais ouais, un peu, mais ça se développe.
Les clichés de mensuration, c'est vrai que ça se développe parce que dans le mannequinat, justement, ils ont de plus en plus besoin aussi de personnes qui font de la création de contenu. Ouais. C'est maintenant, quand tu postules dans une agence, on te demande carrément ton Instagram. Donc, ils regardent ton Insta, voilà. Parce qu'une marque, maintenant, va être autant intéressée par une mannequin pure et dure qu'une personne qui fait de la création de contenu. En fait, pour eux, c'est tout bénef. Ça fait de la visibilité en plus à la marque. Et en plus de ça, tu fais du mannequinat. Donc, c'est tout un truc qui rejoint beaucoup. Et puis, dans tous les cas, le métier de mannequin, ça reste quand même un peu un métier... Bon, c'est totalement différent, mais quand même un peu un métier de comédien, dans le sens où tu dois rentrer dans certains personnages quand tu fais des photos. Donc c'est là aussi où les critères se développent. Tu as de plus en plus de tous les corps, de toutes les formes, que ce soit petit ou plus grand. Parce que quand tu fais de la publicité, bah là c'est là où c'est important d'avoir tout type de personnes finalement. On doit pouvoir se reconnaître en tout type de gens. Ouais, donc voilà. ouais, c'est vrai, ça s'ouvre un peu. Ouais. Et du coup, comment tu retrouves un peu le chemin, on va dire, des réseaux sociaux après ta pause, après ton food truck, etc. Quand est-ce que ça revient Ça a été compliqué. Hein. Ça a été assez compliqué. En fait, j'ai eu un gros burn-out l'année dernière avec la restauration. Donc, j'ai vendu le food truck, j'étais passée en CDI. Donc, le truc qui m'a vraiment plombée à la fin. Donc, burn-out, et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, c'est pas moi en fait. Et vraiment, ce qui me faisait du bien, c'était de nouveau de faire des vidéos, de filmer des trucs, de partager des trucs en story. Je sais pas, c'est un truc qui m'a toujours fait un bien fou en fait et que j'adore faire. Je pense qu'il y a que les personnes qui font la création de contenu qui peuvent comprendre ce sentiment. Et donc c'est très vite retourné là-dedans, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de blocages au début parce que ça faisait peur, j'avais encore peur du jugement, de la critique. Donc au début, des fois, je postais des trucs et je supprimais direct après. J'étais là en mode non, je peux pas publier ça, on va encore me juger. Il y a encore cette meuf-là qui me déteste, qui va dire que nanana. Il y a encore cette personne-là, elle m'aime pas, elle va dire que je suis moche, que nana, que je suis ridicule. Donc tu sais, s'il y a des trucs, des pensées qui arrivent dans ta tête, et ça arrête pas. Des fois, tu peux ne pas endormir la nuit juste en postant quelque chose, tellement en fait, publiquement, t'es rendu à ce que tu sois critiqué ou autre. Mais j'ai quand même eu beaucoup de retours positifs, donc ça m'a vraiment aidée. Et ce qui m'a le plus aidée, je dirais, à recommencer dans la création de contenu, donc ce que j'aimais vraiment, c'est le développement personnel. J'ai travaillé sur moi pendant 3 ans. Et grâce à ma numérologue, qui fait aussi de l'hypnose, qui est psychologue aussi en même temps, qui est prof de yoga, elle m'a vraiment montré le chemin qu'il fallait que je prenne. Donc, qui est cette création de contenu, tout le domaine du mannequinat, etc. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc naturellement, j'ai été là-dedans, j'ai pris des vacances, j'ai été en Indo, enfin des vacances. J'ai travaillé aussi du coup sur ma création de contenu et j'ai redéveloppé tout ça, mon site internet et tout. Je me suis vraiment remis à fond dedans. Voilà. Et depuis, j'arrête pas. Mais donc, du coup, ça fait 1 an, ouais, un peu plus d'1 an que tu es revenue à fond les ballons. Mais ça va faire seulement 1 an finalement. Ça passe pas si vite que ça parce que ça fait. Je m'y suis vraiment remise juillet de l'année dernière. Ouais, donc même pas 1 an. Ouais, même pas 1 an. Donc en 1 an, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, c'est ça qui est fou. Tu vas nous raconter. Et du coup, pendant ta pause, tu postais vraiment pas, enfin, t'avais laissé ton compte, on va dire, à l'abandon, ou est-ce que t'as vraiment repris comme ça en Je postais un peu, mais des contenus rien à voir. Je voyageais, donc des fois, voilà, je postais quelques posts de paysages, mais voilà, je faisais plus de vidéos, de réels, tu vois, c'était plus des photos en mode, je vois une jolie fleur, un sunset. Des trucs lambda un peu classiques. C'était devenu un compte perso en fait. C'était vraiment devenu un compte perso. Aucune création de contenu finalement. C'était juste quelques stories de temps en temps, quand j'allais en soirée, etc. Bon, donc voilà. Ok. Et du coup, tu peux nous expliquer un peu, je sais pas, peut-être par exemple dans le mannequinat, qu'est-ce que tu fais entre par exemple un shooting pour une marque ou un défilé, j'ai vu que tu en avais fait il y a pas super longtemps en plus. Donc tu peux expliquer peut-être un peu comment ça fonctionne, peut-être on va dire un shooting pour une marque et VS un défilé ou forcément c'est pas du tout les mêmes. Alors moi de toute façon c'est vraiment plus shooting que défilé. Défilé c'est vraiment, là c'était pour un autre truc donc c'était pas par rapport à mon agence. Mais défilé, c'est vraiment plus compliqué parce que là, pour le coup, il y a vraiment des critères plus hauts de mensuration, enfin très spécifiques de mensuration. Au niveau des shootings dans le mannequinat, en fait, quand tu es dans une agence, on va dire c'est assez simple. Donc c'est ça qui est cool, c'est que tu te laisses porter par l'agence. Et ça, c'est juste incroyable. C'est un métier, en fait, on t'appelle,
On peut t'appeler du jour au lendemain et te dire est-ce que tu es dispo telle date. Donc tu prévois ta date, tu prévois ton voyage. Généralement, ça se fait rarement à l'endroit où tu vis, donc tu es obligé de te déplacer. Moi, ça se fait régulièrement à Bordeaux, donc franchement, ça va, j'ai que 2 heures de train. Et tu peux être appelé par contre du jour au lendemain, donc très bien la veille pour le lendemain. En fait, perso, enfin voilà, je suis pas un grand mannequin, je suis un petit mannequin, donc je suis pas la personne qu'on appelle le plus régulièrement, et je suis plus un peu la personne qui des fois est le second ou le troisième choix. Donc si le premier est pas dispo ou le deuxième non plus, ça va être moi. Donc je compte un peu sur les trucs, tu vois, qu'on me place comme ça en mode salut. Mais ce qui est pas mal, c'est que quand tu as un contrat avec une marque, une entreprise, s'ils ont bien aimé ta personne, généralement ils te reprennent. Donc tu vois, ça te fait des contrats, des sûretés entre guillemets pour les prochaines années, donc c'est ça qui est chouette. Et voilà, donc ça se déroule généralement, tu viens la veille, donc souvent je vais à Bordeaux, je viens la veille au soir, j'ai le shooting le lendemain qui commence à 8h du matin, c'est plus ou moins les horaires, c'est de 7h30 à 9h pour l'heure de commencement. On te maquille, donc on te maquille pendant environ 1 heure, on te coiffe, etc. Et puis tu commences ce shooting. J'ai souvent des shootings en ce moment qui durent une journée entière, donc 8 heures de shoot, donc c'est quand même assez... Il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte non plus parce que pour les gens, le mannequinat, ça va, tu fais des photos, tu fais rien. Tu vois, on te dit oh, c'est fatigant, on se fout de ta gueule encore. Alors que c'est quand même quelque chose de hyper fatigant parce que tu dois être à fond toute la journée. Tu ne peux pas te permettre d'être un peu fatigué ou de te relâcher 2 secondes. On fait des photos de toi toute la journée, quoi. Tu es là, ok, il faut que tu fasses les poses. Ce qu'on te demande de toi, devant, arrière, de côté, la tête comme ça, machin, le regard, le truc. Des fois, il faut être souriant, des fois, il faut un peu plus sur la gueule. Enfin, ouais, c'est vraiment réactif à 100%. On te change et généralement ça va assez vite. Ça dépend quelle est la marque. Il y a des marques assez chill entre guillemets, donc ça va, t'as le temps, etc. Mais t'as des marques, t'as pas le temps quoi. En fait, t'as des habilleuses qui t'aident pour t'habiller. Tu sors du plateau, hop, tu t'habilles, tu re-shootes. Hop, tu sors du plateau, tu t'habilles, tu re-shootes. Tu vois, et t'es là, et t'en as partout. Donc généralement ça se passe comme ça. Après 8 heures de shoot, t'es quand même lessivé. Donc je préfère quand il y a qu'une demi-journée. Quand même. Donc ça m'arrive aussi de temps en temps d'avoir une demi-journée jusqu'à 4 heures de shoot, donc ça c'est cool. Après, tu as de tout aussi. Donc ça, c'est plus quand tu fais des shootings, ça s'appelle du mannequinat externe. Donc en gros, tu as les droits d'image, tu es publié sur le site internet, etc. Mais tu peux faire aussi des missions internes. Donc une mission interne, c'est plus des showrooms. En fait, c'est juste showroom, c'est juste présenter la marque, enfin les produits à d'autres personnes, des commerciales par exemple, qui vont choisir les produits pour leur site internet. Et là, tu n'as pas de droit d'image, etc. Donc moins bien payé. Tu vois. Donc, oui, tu portes les habits pour montrer. Voilà, juste ça... montrer. Mais du coup, ça c'est beaucoup moins fatigant parce qu'il suffit juste que ça, c'est des genres de mini défilés, mais un peu perso, dans l'entreprise, tu vois. Mais pour le coup, ça c'est pas du tout fatigant, quoi. Là, c'est chill. Donc ça c'est bien. Okay. Le plus fatigant, c'est vraiment quand tu dois faire des vidéos et des photos. Donc vidéo, ça arrive aussi de plus en plus pour faire création de contenu. Ouais. C'est des entreprises qui t'embauchent pour faire des genres de mini pubs, campagne, création de contenu. Donc ça peut être fatigant parce que c'est toute la journée, ouais. Et shooting, je dirais que c'est plus fatigant. T'as les flashs aussi dans la tête, t'as les lumières. Donc en fait, t'es tout le temps aveuglé, quoi. Ouais, les yeux... Ouais, t'es là. Oh, à la fin, moi, je suis tout le temps là à la fin des shoots. Ok, aussi. Je me réveille, je me claque les joues et tout. Je fais des trucs en mode comme ça. Je fais 1, 2, 3, tu sais, pour bien ouvrir les yeux. Ouais, ça, c'était... j'ai fait quelques-uns et j'arrive pas, le flash, ça me fait fermer les yeux. À chaque fois, ouais, tu fermes les yeux, je te dis quand t'ouvres. Ouais, mais des fois, tu vois plus rien. À la fin de la journée, tu vois tout blanc. T'es là, oh putain. Ouais, donc rythme intensif et... Ouais, si les personnes qui vivent vraiment du mannequinat à plein temps, j'en connais pas mal, mais c'est un rythme hyper intensif. Hein. Tu prends un billet d'avion du jour au lendemain, même les trajets, ça te crève. Enfin, il y en a qui ont l'habitude, et je pense que le mieux, c'est de prendre des compléments alimentaires. Mais t'imagines, tu t'arrives, t'as fait je sais pas combien d'heures de vol ou combien d'heures de train. Dès le lendemain, t'as un shoot, après tu repars sur je sais pas combien d'heures de vol ou de train. Enfin, c'est pas de tout repos, quoi. Ton corps, il en prend un coup, en fait. Ouais, donc voilà. On a fait le trajet avant de venir. Ouais. On comprend très bien mais la ça situation. fatigue, mais non, mais ça fatigue de ouf. Hein. Ouais. T'en as qui font des 8 heures de trajet juste pour un shooting, après qui renchaînent 8 heures de shoot et repartent juste après. C'est fou l'organisation. Ouais. Et du coup, au niveau, justement, comment te présenter, on va dire, toi-même, par exemple, sur les photos, etc., pour être à l'aise devant les caméras, les flashs, etc., est-ce que t'as toujours été à l'aise? Est-ce que t'as appris, on va dire, à
forcément, j'imagine que tu t'es améliorée depuis la première fois ton premier shooting, mais je sais pas, est-ce que tu te rappelles comment ça s'est passé ton premier? Est-ce que tu étais stressée ou direct tu étais à l'aise? Oui, le tout premier, assez jeune, donc oui, un peu plus stressée, mais c'est jamais un truc qui m'a dérangée. En fait, justement, à l'époque, j'arrivais pas trop à comprendre les personnes qui n'arrivaient pas à passer derrière l'objectif. Pour moi, c'était genre juste naturel. J'étais là, moi, il faut poser. Ok, pas de souci. Tu vois, j'étais... Ah non, mais vraiment, j'étais hyper prête. Depuis petite, de toute façon, j'adorais poser. Je me mettais devant l'objectif, je faisais des petites pauses, tu sais. Ouais, Donc, la pause cliché. Non, j'ai toujours adoré ça. Le plus compliqué, je trouve, où tu peux vite perdre confiance, c'est quand t'es pas des fois avec un bon photographe qui te met pas en valeur. Tu reçois les photos et tu te trouves horrible, qui te prend... Enfin, il y a un côté où, justement, je préfère, tu vois, un profil que je préfère, par exemple, si c'est pris d'un mauvais profil ou si, tu vois, t'as des bourrelets qui dépassent ou j'en sais rien. Là, c'est un truc, tu reçois les photos et c'est là où ça te met un choc. Et je sais que ça a pu peut-être des fois me faire perdre confiance sur certains shootings, donc un peu moins à l'aise. Mais voilà, c'est toute une histoire de confiance de toute façon. Quand tu as confiance à 100% de la personne que tu es, avoir confiance en toi, c'est pas te trouver belle forcément, tu vois, c'est avoir confiance du potentiel que tu as, avoir confiance de ton métier, que tu sais faire ça en fait. Enfin, juste voilà, c'est naturel. Enfin, pour moi, je sais que c'est quelque chose de naturel, je sais le faire, je sais ce qu'on veut de moi. Donc du coup, j'arrive sur le shoot généralement et j'ai une confiance à 2000%, donc il n'y a aucun problème. Voilà, mais c'est vrai que quand tu as un manque de confiance, c'est là où ça devient hyper compliqué parce que ça se voit. Oui, donc, ouais, tu vois qu'il y a un petit malaise. Ouais. Oui, parce que de toute façon, tu n'as pas de droit, de droit de regard, j'allais dire, sur par exemple les images qui sortent, etc. Non, tu peux pas forcément dire ouais. Celle-là je l'aime pas. C'est ça, quand t'es payé, en fait, t'as rien à dire quoi. Bon, t'es payé pour, c'est pour ça que les droits d'image existent aussi, c'est qu'on utilise totalement ton image à 100%. Donc que tu baves sur une photo, si on t'a payé pour et qu'on veut te mettre ta tête et que c'est celle-là qui veulent mettre en valeur pour, tu vois, leur produit, et ben ils vont mettre la photo où tu baves, tu vois. Donc voilà, j'exagère, mais... ça m'est déjà arrivé de me retrouver en vitrine, une photo horrible, mais que je trouvais horrible. Enfin, moi, je me trouvais horrible perso. Mes potes, elles étaient là, non mais ça va, t'es trop belle dessus, etc. Moi, j'étais là, non, mais là, ça va pas du tout. Il y a un truc que j'aime pas. C'est en nous, on a tous des complexes. Mais à partir d'un moment, quand tu vois ta tête affichée en je ne sais pas combien, que tu l'aimes pas du tout la photo, c'est compliqué. Mais tu te dis, ok, j'ai été payée pour ça, donc c'est pas grave. Enfin, t'as pas ton mot à dire, donc voilà. Ouais, puis bon, j'imagine qu'il y a quand même un... Enfin, effectivement, entre toi, ce que tu vois, est-ce que tu trouves pas bien chez toi parce que t'es la seule personne à pas aimer cet endroit-là de toi, et ce que les autres voient, souvent c'est pas la même chose non plus. Oui, c'est sûr, oui, totalement. Le regard et celui des autres. Et est-ce il dort. qu'il y a une... Je pense qu'on le dérange même pas. C'est trop mignon. Mon petit cœur. La star. C'est la star. Photo, on l'emmènera aussi pour des défis. C'est un mannequin. Mon chat est un mannequin. Ce sera la miniature du podcast, ce sera le chat. Il est trop mignon. Se disperse. Je t'ai perdu dans tes questions. Tu es en train de boire. Je t'ai perdu dans tes questions, je crois. Oh. C'est bon? Ok. C'est dans ma tête. Non, j'allais dire, justement par rapport au fait qu'il y a des gens autour de toi qui t'habillent, etc. Est-ce que ça arrive que tu sois... Enfin... Je ne veux pas dire qu'il y ait des malaises, mais par exemple, entre les tenues qu'on peut te proposer, entre le fait qu'il y ait des gens qui techniquement sont là, te changent, enfin genre, des fois c'est un truc d'intimité un peu ou quoi, que mais tu penses que t'as peut-être, je sais pas si tu l'as ressenti, mais peut-être des fois que t'as plus cette espèce d'intimité du coup mais dans non, le milieu. Pas du tout. Non, du tout, en fait, justement, tu sais que c'est le métier, et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas non plus tout le monde qui est capable de faire ce métier, parce que comme je disais, il faut avoir déjà une confiance en soi, un minimum, il faut prendre beaucoup de recul, parce que comme tu dis, tu te retrouves tout le temps à poil devant des gens donc, qui t'habillent, etc. Donc il ne faut pas avoir la peur de se dire « Oh, on va me regarder, on va me juger, on va me critiquer ». Non, en fait, il faut te dire « Je suis dans le taf, ça reste professionnel ». Et surtout arriver à prendre beaucoup de recul parce que comme tu disais, les vêtements, des fois, oui, ça t'arrive qu'on te met des vêtements qui ne te vont pas du tout. Et en plus, on te le dit. Mais... Ouais, en fait, on te fait ça, ça te va pas, mais vas-y. C'est ça. Mais en fait, c'est là où il faut pas être trop fragile et arriver à prendre du recul parce que ça m'est déjà arrivé où j'enfile un truc et après on me regarde, on me dit ah mais c'est moche, ça te va pas du tout. Mais c'est pas moi le problème, c'est le vêtement qui me correspond pas, tu vois. Et là je dis oh ben ok, pas de souci, ben je change, on échange avec l'autre mannequin, tu vois. Et il y a des fois des filles qui peuvent être fragiles psychologiquement et justement on leur dit ça et on leur dit ça va aller mieux à l'autre mannequin. Elles se comparent directement à l'autre mannequin en mode mais qu'est-ce qu'elle a plus que moi
pourquoi ça lui va mieux, alors qu'en fait, il suffit juste, enfin, c'est juste une histoire de couleur, de morphologie, tu vois, il faut vraiment prendre du recul. Est-ce que tu as je sais pas, c'est quoi justement ton shooting ou ton défilé, je sais pas ce qui est préféré ou quelle marque t'as aimé, par exemple, travailler avec dans le mannequinat plutôt? Franchement, j'avoue, j'adore travailler avec toutes les marques tant que ça se passe bien. C'est un bon... Ouais, non, j'ai jamais eu trop de problèmes. Non, j'ai jamais eu trop de soucis. En vrai, tout le monde est généralement hyper sympa. En fait, à partir du moment où tu arrives à parler avec tout le monde, où tu es sociable, etc., bah, ça se passe souvent toujours bien. Donc, je dirais pas que j'ai des marques préférées. En fait, j'aime bien toucher à tout. J'aime autant, des fois, quand c'est des marques de bijoux ou quand c'est des marques rien à voir. J'ai déjà travaillé avec une marque de valises. Enfin, voilà. Quand c'est des marques même de surf, etc., j'aime vraiment tout, quoi. Il n'y a pas de préférence. Les défilés, c'est quand même un peu plus stressant. Défilés, j'en ai pas fait beaucoup, mais quand j'en ai fait, là, c'est vraiment stressant. Parce que là, tu as du monde autour. Quand il y a vraiment du monde qui te regarde, en plus, là, c'est autre chose. Ouais. Donc, je vénère les nanas qui font ça parce que c'est vraiment chaud. Donc, ce que je préfère, moi, c'est vraiment tout ce qui est shooting. Shooting et même vidéo. Quand c'est vidéo, après, quand il n'y a pas beaucoup de monde, quand il y a maximum 20 à 30 personnes, franchement, ça va. C'est quand il y a plus d'une centaine de personnes où là, c'est stressant. Ouais, là, récemment, on a fait une vidéo publicitaire. Il y avait environ une vingtaine de personnes autour de nous. Là, il n'y a aucun problème. Je peux jouer la comédie, etc. Aucun souci. Mais ça, c'est vrai que j'aime beaucoup faire, en fait. Je suis vraiment beaucoup plus à l'aise en vidéo. Ouais. Si tu me donnes un petit rôle, je dois faire, je sais pas quoi, un truc en particulier. J'adore. J'aime trop. Voilà. Ça va sûrement avec ce que tu disais après sur la partie un peu plus création de contenu. Oui. Donc, je fais ma petite transition comme ça, vidéo. Mais ouais, tu peux expliquer peut-être, tout le monde voit à peu près ce qu'est la création de contenu, mais en quoi ça diffère par exemple du mannequinat, même si tu travailles avec des marques, par exemple, là c'est comment ça fonctionne justement pour toi? La création de contenu, tu fais pas un seul métier, tu en fais 5. Donc, tu es à la fois vidéaste, tu vois, tu fais les scripts, tu es à la fois journaliste, community manager, mannequin. Donc, c'est vrai que ça demande encore plus de temps, c'est plus fatigant et c'est moins bien payé. Là, on va casser le mythe en trois phrases de tout le monde qui veut faire ça. C'est clair. La création de contenu, franchement, le début, il n'est pas facile du tout. Il y a beaucoup de personnes qui voient des gens sur les réseaux sociaux. Non, mais elle réussit juste parce qu'elle est mignonne, ou lui ou elle réussit juste parce qu'il ou elle a fait le buzz. Alors, j'ai envie de dire à tout le monde, déjà, quelqu'un qui a fait un buzz un jour, c'est qu'il y a du travail derrière, mais des années de taf derrière. Ça arrive hyper rarement que quelqu'un fasse un buzz sur une vidéo et soit connu et 200 000 abonnés en une seule journée. Enfin, ça arrive jamais, tu vois. Soit tu les as achetés, tes abonnés, ou ok, il y a des personnes qui inventent carrément des concepts, qui fait que là, ils ont beaucoup de followers du jour au lendemain. C'est comme le mec qui fait Abrège. C'est quoi Abrège frère. C'est ça, lui, il a inventé un concept, tu vois. Donc bien sûr, ça n'existait pas. Il n'y a personne qui fait ça. C'est pour ça que lui, il a été connu du jour au lendemain. Mais ça arrive à combien de personnes dans le monde, en fait, ce genre de truc? Ou alors, tu fais vraiment un truc de fou sur les réseaux sociaux. Tu le répètes, tu le fais souvent. T'as une niche, un truc vraiment bien particulier. Mais des fois, quand tu as juste une seule niche, que tu parles juste d'un seul sujet, c'est pas là où tu vas gagner le mieux ta vie, même si tu as 200 000 followers, parce que vu que tu sais faire que ça, comment est-ce que tu inclus une marque dedans, tu vois? C'est ça qui est très compliqué. Donc, la création de contenu pour commencer. Donc, comme je disais, il faut pas croire. Une nana, un mec qui est connu aujourd'hui, qui a 200 000, 500 000 abonnés, enfin déjà rien que 50 000, il y a des années de travail derrière et personne ne voit ça. Il y a une vidéo par jour, par exemple. Rien que, on va parler d'une très grande aujourd'hui, Léna Situation. Tout le monde parle d'elle, elle est hyper connue, ok, tout le monde connaît son prénom, même mes grands-parents savent qui c'est. Donc, voilà. Donc, Léna Situation, elle avait dit dans un de ses reportages qu'elle a mis plus de 300 à 400 vidéos sur YouTube pour arriver à se faire connaître. 300 à 400, enfin je sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Et YouTube quoi, donc ça fait 30 minutes ces vidéos, tu vois, montage, etc. Elle a publié une vidéo par jour de tous ses vlogs d'août. Ouais. Une vidéo par jour tout le temps. Mais je pense que cette nana pendant 4 ans, elle a publié une vidéo par jour, mais pendant 4 ans. Donc
c'est un taf, mais de tous les jours. Et monter une vidéo, trouver un sujet, être créatif, ça met des heures et des heures. Je sais que pour une marque, généralement, j'ai environ 5 heures entre l'idée de création de contenu, entre le script, entre les vidéos. Enfin, je prends plein de vidéos toute la journée. Je peux avoir 100 vidéos juste pour une marque, bref, de création de contenu. Le montage, après, trouver un petit commentaire pour mettre sur les réseaux sociaux. Tu vois, trouver tes hashtags, trouver ta photo de couverture, le mettre dans ton planning éditorial. 5 heures de temps minimum. Ouais, 5 heures. Pour une marque. Pour une vidéo. Donc, après, il y en a qui mettent moins de temps que prévu, évidemment. Des fois, il y a des petites collabs. C'est moins compliqué. Là, tu fais un peu plus vite, entre guillemets. Mais c'est vrai, quand tu as de l'originalité et tout à faire en plus, c'est long. Donc, si à chaque fois, tu dois publier une à plus d'une vidéo par jour, bah, ça devient ton métier à plein temps, quoi. Donc voilà. 5 heures sur une journée, c'est ta journée de travail presque. Oui, t'en fais deux, voilà, ta journée, ciao quoi. Et c'est vrai que pour arriver à gagner ta vie, il y en a beaucoup qui trouvent ça scandaleux un peu que tu fasses payer tes vidéos. Et qui trouvent aussi ça scandaleux du prix. Donc tu as différents prix évidemment. Les personnes qui sont hyper connues à l'heure actuelle, qui ont une certaine influence, évidemment ça coûte hyper cher. Mais j'ai envie de dire, ça fait 15 ans en fait, qu'ils taffent derrière. Ça fait 15 ans qu'ils ont investi sur eux, qu'ils ont investi du temps, de l'argent. Et en fait, quand tu payes une prestation, tu es presque sûr que ça va être rentable pour toi, dans tous les cas. Soit dans ta visibilité, soit dans tes commandes, etc. Donc ouais, c'est un métier à plein temps, totalement. Et justement, au niveau des... Bon, pas des prix directement en termes de chiffres forcément, mais... Parce qu'il y a plusieurs types aussi. Toi, tu fais plutôt... Est-ce que c'est des produits qu'on t'envoie? Est-ce que c'est des... Comment tu gères un peu cette partie différents types de création de contenu? Oui, alors il y a la création de contenu, il y a l'UGC que je fais un petit peu, mais pour moi, ça a beaucoup moins d'intérêt de faire de l'UGC. L'UGC, c'est plus... Donc là, en fait, tu n'es pas direct en relation avec la marque. Généralement, tu es en relation avec une agence qui travaille avec une certaine marque. Et en fait, tu as des genres de relations en triangle, quoi. Donc on t'envoie un script, donc là par contre tu n'as pas le choix de la vidéo. Mais ça c'est pas une vidéo que je vais publier sur mon compte, donc personne la voit, en soi c'est... Ou alors tu peux la voir mais via des sponsorisations de la marque. Donc on va plus me voir sur des sponsors en story par exemple. Là la création UGC c'est on t'envoie un script, quoi dire et quoi faire, les vidéos, etc., le montage et tout. Et ensuite après eux, hop, ils se débrouillent avec ça, ils prennent la vidéo. Donc ça c'est de l'UGC. Et on va dire que c'est entre guillemets de l'argent facile, même si c'est pas non plus super bien payé, mais t'as rien à faire. Tu vois, c'est eux qui font le montage, c'est eux qui te disent le script, donc t'as rien à rechercher, t'as pas à faire de montage, tu gagnes quand même pas mal de temps. Mais il n'y a aucun intérêt, pour moi personnellement, il n'y a aucun intérêt parce que moi ce que j'adore c'est créer, c'est faire les choses de moi-même, c'est montrer ce que je peux faire avec mon image, etc. Donc c'est plus en mode, quand j'ai le temps, quand j'ai une demande, ok je le fais, voilà. Après, création de contenu, c'est vraiment toi à 100%. Donc généralement, la marque te fait confiance. J'essaye de travailler avec des personnes qui me disent « Écoute Océane, on aime bien ton profil, on te fait confiance, on t'envoie ces produits. Tu nous dis tes tarifs, etc. » Donc moi, j'envoie mes tarifs, je vois si ça convient ou pas. Il y a quand même souvent de la négociation au niveau des tarifs. Donc c'est ça qui est assez compliqué. Tu as rarement quelqu'un qui te dirait directement « Oui pour ce prix ». Donc tu es obligé de renégocier. Et je dis ça parce que moi j'ai que 11 000 followers, mais si j'avais 50 000, on négocierait pas. C'est qu'ils me donneraient direct ce que je demande. Donc ouais, on m'envoie les produits et après j'ai à faire mes vidéos. Par contre, si c'est une marque qui me dit moi j'aimerais plutôt ça, je préfère que tu fasses un truc comme ça, qui me donne trop de directives, là en fait je dis non direct parce que ça me ressemble pas, c'est pas moi. Je vais pas faire une vidéo... J'en sais rien, moi, ou un truc qui me correspond pas, quoi. Si c'est pas moi, je préfère laisser tomber et travailler avec une autre marque. Donc voilà. Et ça fonctionne par facturation. Avant, je travaillais des fois en collab parce qu'il fallait bien que je commence quelque part. Donc collaboration où j'avais les produits et du coup je faisais le contenu en échange. Mais bien sûr, maintenant, je fais plus ça du tout parce que c'est un vrai métier totalement. Généralement, quand je fais de la création de contenu, je prévois vraiment une journée expressément pour ça. Je vais aller dans un lieu, soit que ce soit dans un hôtel ou dans un autre lieu joli qui va totalement avec la marque. Je prends tout en vidéo, donc je fais plein de plans de partout pour faire des transitions, etc. Donc une fois, je vais mettre le trépied là, de l'autre côté, là-bas, bref.
plus de 100 vidéos, comme je disais tout à l'heure. Et après, il y a tout le montage, évidemment. Donc là, voilà. En tout cas, je n'accepte plus échange de produits. Parce que c'est beaucoup trop de travail. Et même si il y a déjà des personnes qui m'ont dit non, mais t'es pas obligé de me faire une vidéo comme celle-là, c'est bon, on peut faire l'échange de produits, tu fais une vidéo super basique de chez toi. J'ai pas du tout envie de publier ça sur mes réseaux, tu vois, ça me correspond pas. Je vais pas faire un truc de chez moi où c'est moche, salut les amis, je vous présente ça. Non, en fait, je vais pas mettre ça, sinon ça me dénigre en fait dans le travail que je fais. Oui, bah il faut que ce soit en accord avec ce que tu fais Exactement. au global. Et du coup, c'est plutôt toi qui vas chercher des marques entre guillemets ou on te contacte plutôt parce que du coup, je pensais pas, je sais pas, mais que tu donnes tes tarifs. Bon, c'est logique que tu aies un standard à peu près par rapport à ça, mais je pensais pas que c'était vraiment plus dans ce sens-là, par exemple, où tu disais, bon, moi c'est temps pour, je sais pas, 2 vidéos et que après ça se négociait comme ça. Je pensais que c'était plutôt de l'autre côté, genre la marque arrivait avec un peu... leur cachet. Comme ça. Ouais, voilà. Oui. Mais t'as ça aussi, l'UGC c'est ça, ils ont leur tarif de base et là, moi ça me convient, très bien. Enfin, tu vois, voilà, ils ont dit on a tel budget, est-ce que tu peux faire telle vidéo? Je vois plus ou moins combien de temps ça va me prendre pendant la journée, je fais ok, ça me va. Après, j'ai des marques aussi qui me contactent directement et là, effectivement, c'est plus facile. Là, j'ai beaucoup démarché au début, donc c'était vraiment moi à 100% qui démarchais. Là, c'est beaucoup de marques qui viennent vers moi. Mais par contre, le truc, c'est que quand j'arrive à travailler avec des grosses marques, comme Vallée de Gingerie, Princesse Tam Tam et tout, des trucs comme ça, là, c'est moi qui ai été les démarcher. Donc, quand je vais démarcher ces grosses marques, enfin, elles ont plus de budget. Donc du coup, là, il y a déjà plus de négociations qui sont possibles. Là, j'ai beaucoup de marques qui viennent me démarcher en ce moment, de plus en plus, mais c'est vraiment des petites marques locales, tu vois, de la région, etc. Donc je sais qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de budget. Donc c'est assez compliqué parce que d'un côté, en fait, t'as vraiment envie d'aider tout le monde. Enfin, moi, j'ai ce côté-là où j'ai envie d'aider les gens et que j'ai envie de, tu vois, faire une vidéo pour eux, de faire un truc qui leur ressemble, etc. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'il faut qu'ils comprennent aussi que c'est mon métier principal et que ça me prend énormément de temps et que je ne fais pas ça à la va-vite. Donc là, même si les gens viennent me démarcher, des fois, ils n'ont pas l'impression que ça a un prix. Tu vois, ils ont l'impression que s'ils me donnent un ou deux trucs, un ou deux produits, ça va suffire. C'est ça qui est encore très compliqué à faire comprendre. Donc après, quand j'explique, franchement, généralement, la plupart du temps, ils comprennent. On essaye de s'adapter au budget qu'ils ont. Et franchement, il n'y a pas de souci. Généralement, j'essaye de m'adapter au mieux, mais évidemment, il y a toujours un minimum. Je ne peux pas descendre en dessous d'un certain prix, sinon, je veux dire, mes heures de travail, elles partent en fumée. Mais effectivement, voilà, j'ai pas encore de grosses marques qui viennent par elles-mêmes vers moi. Enfin, là, ça serait vraiment trop bien. Là, ça serait trop facile. Ou alors, elles viennent, mais via l'UGC. Tu vois, toutes les vidéos d'UGC que j'ai fait, c'était quand même pour des très grosses marques. Donc, dans tous les cas, elles ont un budget, elles bataillent pas, tu vois. Ouais. Voilà. Mais ouais, là, j'aimerais bien que mon compte arrive à prendre un peu plus parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, la création de contenu, maintenant, c'est les followers qui comptent en premier. Et je pense que j'aurai de plus en plus de grosses marques qui me contacteront quand j'aurai plus de followers. C'est vrai que maintenant, c'est un petit... Enfin, ça me paraît déjà beaucoup. Moi, je suis considérée comme un petit compte. Voilà, moi, je suis considérée comme une débutante, vraiment. Alors que je fais autant voir le même travail que quelqu'un qui va avoir 20, 30, 50 000 abonnés. Après, les personnes, il faut savoir aussi, qui ont 50 000 à 100 000 abonnés, elles ont aussi plus de budget elles-mêmes derrière. Donc, elles ont aussi des vidéastes qui travaillent avec elles, etc. Elles ont vraiment une équipe, des agents et tout. Et c'est ça qui est cool. C'est que c'est le pire, je trouve, d'être dans un petit compte de 11 000 parce que tu fais tout à 100% de toi-même. Tu n'as personne pour t'aider. Comme je te disais, tu fais 5 métiers en un. Et c'est ça le plus épuisant et le plus compliqué finalement. Parce que tu travailles limite plus que quelqu'un qui a 50 000 abonnés, on va dire, mais tu n'as pas du tout le même revenu. Donc, voilà. Ouais, c'est un peu l'entre-deux. Ouais. Et tu regardes beaucoup, enfin, tu suis beaucoup tes stats, tu essayes de voir, je sais pas, ce qui marche le mieux, quel contenu marche le mieux pour justement progresser. C'est un truc que tu fais vraiment attention. Mais ouais, je fais quand même attention, j'y fais gaffe. Après, j'avoue, j'ai quand même plus ou moins on va dire les mêmes stats un peu partout quand je fais une vidéo. J'arrive toujours à faire une vidéo qui fonctionne plus ou moins dans tous les cas. J'ai rarement quand même une vidéo qui buzz vraiment, c'est assez dur en vrai. J'en ai eu une, mais justement qui avait rien à voir, enfin comme d'hab. C'est un truc tout pourri, vraiment, un outfit du jour.
la merde. Vraiment, tu vois, tu fais une vidéo hyper travaillée et tout. Un jour, tu te montres un petit outfit et le truc, il fait 100 000 vues. T'es là, what the fuck. Donc ouais, voilà. Ça m'arrive souvent de regarder les stats, ça c'est sûr. Tu vois ce qui fonctionne le mieux, mais des fois, tu refais le même contenu et t'as pas du tout les mêmes stats. Donc c'est hyper bizarre. C'est l'algorithme d'Insta, ça va se faire péter le crâne. Donc tous les trucs qu'on voit un peu avec, je sais pas, faut poster une vidéo comme ça ou ça marche ça mieux change comme tout le post, temps. ça marche jamais pour toi. Enfin, selon toi, c'est pas. En fait, tu peux pas t'y fier parce que l'algorithme il change vraiment tout le temps. C'est comme justement une vidéo par jour, c'était quelque chose qui a fonctionné pendant 1 an. C'est ça que Instagram voulait. Maintenant, il veut plus ça, tu vois. Une vidéo par jour, il a estimé que c'était trop. Donc maintenant, il repasse à un truc où c'est mieux de faire 2 à 3 vidéos par semaine. Mais en fait, pour une créatrice de contenu, c'est impossible de faire 2 ou 3 vidéos par semaine. Tu as tellement de demandes avec des marques, c'est impossible. Il faut réussir à faire de la création de contenu personnel pour toi, pour, tu vois, faire interagir ta communauté, etc., montrer un peu ta vie de tous les jours et tout. Il faut réussir à faire de la création de contenu pour les marques, tout est casé. Moi, j'ai un planning, là, si je te montre mon téléphone, j'ai des brouillons. J'ai 3 semaines de brouillons, quoi, qui sont prévus. Non mais, tu vois, j'ai tout, la description, tout est fait, en fait, ça attend juste à mettre publier et ça publie, quoi. Mais voilà, là, par exemple, j'ai genre 3 semaines de création de contenu en attente et j'ai encore des demandes de création de contenu. Donc en fait, rien qu'un petit compte, j'ai que 11 000 followers, mais j'ai 11 jours, j'allais dire, mais 3 semaines de vidéos d'attente. Donc après, il y a dans ces vidéos-là, il y a aussi des vidéos perso. Donc il y en a que je peux enlever pour prioriser les marques. Des fois, je fais ça aussi. Mais voilà, je prévois, c'est tout un planning. Voilà. Donc tu t'organises vraiment, t'as tout un... Ouais, comme tu as dit, tu as vraiment un planning avec lundi, je vais poster ça, etc. Sinon tu t'y retrouves pas. Oui, c'est ça. En fait, je regarde avec le feed. Donc en fait, je prévois tout mon feed à l'avance pour voir ce qui match et tout avec les posts à coller. Et en fonction des photos de couverture de mes feeds, c'est ce qu'il y a sur mes vidéos brouillons, et ben, je sais que je dois publier ça. Mais c'est vrai que des fois, il y a des jours où je dois me prévoir en fait, tout un jour pour faire toute la description de mes brouillons, tous les hashtags de mes brouillons, etc. Et un jour, je fais ça, ça remplit tout. Comme ça, après, j'ai plus qu'à souffler, je sais que ça, c'est prêt, c'est de côté, et il n'y a plus qu'à vraiment appuyer sur publier. Donc ça, c'est cool. Après, plus qu'à trouver la date, l'heure, etc. Voilà. Oui, je pense que j'ai posé à peu près toutes mes petites questions à peu près sur le domaine mannequinat, création de contenu, bah du coup un peu perso, enfin toi, ta personne, mais vu que tu as plein d'autres casquettes, je pense qu'on passe aux autres. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle un peu de tout ce qui est plus justement direction artistique, un peu accompagnement d'autres, pas justement artistes, marques, etc. Tu peux expliquer un peu en quoi ça consiste et quelles sont les tâches peut-être, on va dire Ben, la direction artistique, là, c'est plus du travail interne pour la marque. Donc là, normalement, c'est plus du travail que tu te montes pas forcément, en fait. Direction artistique, c'est vraiment... Enfin, ce que j'adore faire, en tout cas, dans la direction artistique, par exemple, c'est créer une publicité pour une marque. Donc, avoir toute l'idée de A à Z, de la création de publicité. Après, ça peut être aussi pour un shooting photo, mais je préfère me spécialiser, en fait, dans la publicité. Là, en fait, tu dois faire tout le travail en amont. Donc, par exemple, on te dit, écoute, là, j'aimerais faire un truc qui sort de l'ordinaire pour vraiment faire ma campagne de pub, etc. Et tu prévois du coup tout un mood board. Donc, tout un mood board, tu choisis autant l'histoire que tu vas créer avec la marque, les couleurs, etc. Tu choisis on va dire, comment finalement va rendre la photo ou la vidéo. Donc voilà, il faut aussi écrire un script, toute une organisation également. Donc là, c'est vraiment tout le côté artistique pour faire démarquer une marque. Je ne sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. Ouais, faire se démarquer. Ouais, voilà, exactement. Et c'est vrai que ça, c'est un travail à la base. Je voulais vraiment plus aller dans ce métier. Je voulais que ça devienne mon métier principal. Et pas la création de contenu, mais ça a été inverse. Parce que vu que la direction artistique se retrouve finalement dans la création de contenu, pour créer du contenu, tu es finalement directrice artistique, un petit peu, vu que voilà, tu fais de la direction artistique, quoi. Quand tu inventes des vidéos, tu crées des trucs et tout. Et c'est vrai que c'est un métier quand même beaucoup plus compliqué en freelance, parce qu'aujourd'hui, les marques font beaucoup plus confiance à une agence, donc vont directement demander à une agence de pub qui ont déjà à l'intérieur leur directrice artistique, directeur artistique, etc. Mais ça m'est déjà arrivé de me retrouver sur des jobs pour une marque où j'étais embauchée en freelance en tant que direction artistique, mais par une agence de pub.
Tu vois, j'ai pas de contact direct généralement avec la marque et moi en tant que directrice artistique. Super. Généralement, ils veulent pas. Ou alors ils me disent non, mais en fait, on est intéressé par la création de contenu. Donc tu nous fais une vidéo. Et ça va souvent comme ça. C'est en fait, ils veulent que je fasse tout de A à Z. C'est beaucoup plus avantageux pour eux. En soi, ça va coûter plus cher pour eux de payer une directrice artistique que de payer une créatrice de contenu qui fait tout. Bon, ils trouvent la logique, mais voilà. Mais là où j'arrive seulement à trouver des jobs dans la direction artistique, c'est avec une agence de pub, par exemple. Mais c'est vrai que ça, je vais avoir peut-être 2 jobs dans l'année. Donc c'est pas... Après, ça rapporte quand même assez bien. Parce que quand tu es dans une agence de pub, là, pour le coup, c'est bien payé. Mais c'est pas... Du coup, malheureusement, c'est pas mon métier principal. Bon, malheureusement, après, je suis le move et c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est quand même un taf hyper cool. Mais par contre, le boulot aussi, là, tu as plus de pression, par contre. Parce qu'il faut vraiment que ça plaise à la marque. Là, c'est tout un travail en mode, t'as la pression, quoi. Faut pas que tu te loupes. Du coup, j'imagine que tu as l'idée de ce que la marque veut. Peut-être il y a des allers-retours, tu dois leur présenter ou tu dois vraiment donner un projet, on va dire. Mais en fait, ils attendent quand même plus de toi. En fait, des fois, ils ont quand même un mood board, ils ont quand même une idée en tête, mais ils attendent quand même de toi que tu trouves enfin, ils te prennent un peu pour l'originalité, généralement. Soit en fait, généralement, ils arrivent, ils te disent, on sait pas trop ce qu'on veut vraiment se démarquer, on veut faire un truc fou. Donc trouve-nous un truc, fais un truc, j'en sais rien, un saut en parachute, un truc. Enfin, tu vois, ils veulent un truc de malade, quoi, généralement. Mais t'as des marques, elles te disent ça, et d'un autre côté, tu fais un truc un peu trop fou, et du coup, ça leur va pas du tout. Parce qu'ils sont là, ah non, mais ton truc, il est trop taré, en fait, on veut un truc plus léger, plus cool. Donc t'as cet entre-deux à trouver, ou là où je m'éclate pas, c'est justement quand une marque va me demander un truc trop sérieux, là, je m'éclate pas du tout, quoi. Si c'est un truc trop conventionnel qu'on voit partout, je m'en fous, quoi. Tu vois, tu crées pas quelque chose, tu recopies. Oui, voilà. Tu recopies c'est ça. ce que tout le monde fait déjà. Tu vois, une marque de vêtements, voilà, tu te lèves le matin, tu prends ton café, tu mets ton t-shirt, super. Enfin, c'est ennuyant à mourir, quoi. Donc voilà, ça tu peux faire dans la création de contenu, ça c'est cool à faire parce que y a quand même, c'est toi qui fais tout, c'est dynamique et tout. Mais quand tu fais vraiment de la direction artistique, c'est quand même pour faire de la direction artistique, quoi. Donc c'est pas pour faire quelque chose de conventionnel. Voilà. Tu ne diras personne dans cette partie de vidéo, hein, on précise. Comment tu crées justement un peu, bon, tu as des directives, mais est-ce qu'il y a des choses particulières qui t'inspirent ou c'est quoi justement pour aller un peu plus loin, toi, les trucs qui te passionnent ou comment tu... Je vais réussir à où je trouve l'inspiration. Ouais, c'est toi, quoi, ton truc qui te fait plaisir justement quand t'as quelque chose à créer en univers ou en je sais pas. C'est vraiment tout de A à Z. En fait, c'est vraiment raconter une histoire. Ce que j'adore le plus à chaque fois, c'est raconter une histoire. Je suis hyper fière quand justement je regarde une vidéo que j'ai faite et je me dis, en fait, il y a tout un fil conducteur, quoi. Donc c'est ok, on comprend de A à Z ce que veut dire la vidéo, etc. Bon, des fois, je pense que j'ai aussi du mal à me faire comprendre. Moi, je comprends mon truc, mais peut-être pas les autres, j'en sais rien. C'est la pire chose. Ouais. J'ai une super idée, mais je peux pas vous l'expliquer. Mais le plus frustrant, je trouve, c'est qu'en fait, j'ai énormément d'idées. J'ai tout qui est noté sur mon téléphone. J'ai 1 million de notes. C'est un truc de fou. Je pense que c'est ce qui prend le plus de place dans mon téléphone, les notes et mes vidéos. Et en fait, le problème, c'est que j'ai pas de budget pour payer quelqu'un pour me suivre dans mes idées, en fait. Parce que le truc, c'est que moi, je peux faire de la création de contenu qu'avec mon téléphone. Donc, je filme tout en cinématique, mais toute seule. Comment tu veux faire une vidéo de malade en étant tout seul avec ton téléphone? C'est impossible. Donc, j'ai des idées qui sont monstrueuses. J'en ai mais un tas. Et le problème, c'est qu'il faut une équipe, quoi, à partir d'un moment. Il faut une équipe. Ouais. C'est impossible de faire ça toute seule, mais c'est juste impossible, impensable. Donc ça, c'est le plus frustrant pour moi. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, il y a trop de trucs que j'aimerais faire, mais dans plein d'autres endroits, dans d'autres pays, dans d'autres villes, laisse tomber, j'en peux plus de toutes ces idées qui sont dans ma tête H24, ça fait que tourner, et en plus, j'ai même pas le budget pour, mais je les note quand même, les idées, elles sont là. Hein. Je me dis, on sait jamais, un jour, Inch'Allah. Mais en même temps, ça te décharge peut-être un tout petit peu mentalement de les avoir écrites, c'est bon, c'est posé sur le tas, exactement. Et non, après, toutes mes idées, ça s'inspire de tout le temps, du quotidien. Parfois, je peux voir un truc, une image, un truc dans un resto, avoir même des conversations. Les conversations avec les gens, ça m'inspire énormément. Les rencontres au niveau professionnel, des fois, tu parles, et il y a une phrase, et ça va faire tilt dans ta tête. Enfin, je sais pas, tu te dis, oh, ok, il y a un truc à faire. Après, quand j'ai aussi du mal à trouver des idées, quand je les ai pas de base en pensée, entre guillemets, je m'inspire beaucoup de Pinterest, donc j'essaye de trouver des mood boards. Sur Pinterest, tu trouves plein de trucs. Tu cliques un truc, tu trouves une autre photo, tu cliques une autre photo, tu vois, tu te perds, quoi. Quand on tourne le cerveau, ça fait pareil.
Et après, sinon, oui, directement sur les réseaux sociaux. Donc là, généralement, il y en a plein de gens qui scrollent pour scroller parce qu'ils s'arrêtent sur une vidéo, ils la trouvent marrante et tout. Je scrolle jamais comme ça. En fait, quand je scrolle, c'est que pour du travail. Genre en mode, je me dis, ok, là, je me pose, je regarde des réels et je regarde ce qui se passe. Je regarde les trends, la musique, le machin, les transitions. Et là, je m'inspire, j'enregistre, je fais, ok, ça va dans dossier transition. Ça va dans dossier musique. Ça va dans dossier à réaliser. Ça va dans dossier, tu vois. Et je mets tout dans des dossiers. Et généralement, c'est ça. Je me stoppe que sur les vidéos qui m'intéressent et qui pourraient être intéressantes à faire, quoi. Donc t'es super organisée même sur ton feed Insta, enfin dans ton Ouais. Instagram. Oui, en fait, j'ai quand même pas mal d'organisation. Je suis très organisée, mais très désorganisée aussi, parce que c'est dans ma tête que c'est pas organisé. Il y a trop de trucs tout le temps. Donc en fait, ça me... Mentalement, en fait, j'ai une charge mentale qui est un peu énorme, je trouve. Donc d'un côté, j'ai tout bien organisé, mes rendez-vous sur le téléphone, etc. Mais en fait, j'ai toujours un truc à faire finalement. Et c'est là où je me perds très vite, quoi. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être difficile de... Enfin, même si t'as l'organisation sur toute la partie, je sais pas ce que tu vas vouloir tourner, ce que tu vas vouloir faire, tes inspirations et tout ça, oui. C'est quand même un métier où, comme tu disais tout à l'heure, du jour au lendemain, on peut t'appeler pour te dire de faire autre chose. En plus, il faut être créatif, donc ça veut dire que tu le cultives un peu en permanence, je pense aussi. Et au final, t'as tout qui est combiné ensemble, et je pense que forcément, des fois... Oui. ça se non, des fois c'est compliqué, oui. Ou alors, c'est ça, comme quand t'es appelé du jour au lendemain, par exemple, pour un job de mannequinat. Le truc, c'est que ça te foire un peu toute ton organisation. C'est que c'est trop bien, tu vois, là, la paye, elle est cool et tout, machin. Tu te fais porter par le vent, ça c'est génial, j'adore. Mais après, t'es là, ok, t'as 2 jours de shoot, t'es là, mais en fait, moi j'avais prévu de faire tout ça pendant 2 jours, je fais comment? Tu vois, et c'est à ce moment-là où tu dis, mince, et là, tu dois revoir un peu ton organisation. Mais ouais, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, quoi. Je prie, en fait, du jour où vraiment je sois à l'aise totalement financièrement et que je puisse limite déléguer, en fait. J'adorerais pouvoir déléguer un petit peu, tu vois. M'aider un peu juste dans mon planning, m'aider pour même réaliser quelques vidéos, etc. Juste un peu d'aide, quoi, dans le montage et tout. Ça serait trop le rêve, ça. Mais je sais qu'il faut passer par là, tu vois, tu peux pas du jour au lendemain être hyper bien. Tu vois, là, ça fait qu'à peine 1 an que j'ai repris. Je sais que je vais encore être au moins 1 ou 2 ans dans le dur et que je vais devoir tenir comme ça. Il va falloir que je fasse des pauses, sinon je vais exploser en plein vol. Mais je sais que dans 2 ans, normalement, je pourrais enfin, je pense, commencer à vraiment déléguer, quoi. Je pense que c'est bien de se rendre compte de dire ça aussi, parce que je pense qu'on se rend pas compte de tout le... déjà mentalement ce que ça fait de penser à des choses tout le temps, et en plus de pouvoir réussir à organiser pour pas exploser. Et du coup, est-ce que tu arrives quand même à avoir un semblant d'organisation globale, par exemple dans ta journée ou dans ta semaine? Est-ce que tu as un peu des habitudes ou je sais pas, dans le travail? Ouais, après dans tous les cas, je mets mon réveil à 7h30, quoi qu'il arrive, je me lève. Donc je me lève, j'essaye de me faire une petite méditation ou des étirements, prendre mon petit déj. J'essaie vraiment de prendre du temps pour moi le matin, pour vraiment me poser. Après, c'est hyper dur parce que des fois, ça m'arrive où je me lève à 6h30 et le truc à pas faire, mais ça m'arrive trop régulièrement. Je regarde le téléphone, j'ai 1 million de messages, 1 million de mails, et du coup, j'y réponds direct. Donc, je commence ma journée, 7h30, bim, dans le dur, tu vois. Ouais, et après, en fait, quand j'ai fait ma petite routine du matin, mon petit déj, etc., là, hop, je prends mon planning de la journée et je regarde ce que j'ai à faire. Et puis là, ça découle. En fait, j'essaye, quand j'ai des prises de rendez-vous, j'essaye de ne pas mettre plus de 2 rendez-vous dans la journée. Parce que généralement, il faut que je travaille entre eux, donc la création de contenu, etc. Ou autre. Là, j'ai l'événement aussi, parce que je crée des événements aussi. Il n'y a pas dit dans le truc, mais c'est après. Quatrième truc. Mais là, j'ai mon événement qui arrive ce dimanche, donc la pression, là, voilà. Bref, j'essaye généralement de ne pas prendre plus de 2 rendez-vous dans mes journées, mais j'en ai régulièrement 2 par jour. Celui-ci fait partie d'un des rendez-vous de la journée. On avait un autre ce matin. Et ouais, pas maximum 2, sinon ça m'embrouille trop la tête avec trop de choses dans la journée. Déjà 2, c'est beaucoup, parce que si j'ai 2 rendez-vous dans la journée, il y a un rendez-vous rien à voir et un rendez-vous rien à voir. Et tu parles, ça prend facilement 2 heures pour un rendez-vous, donc tu as dit déjà 4 heures dans ta journée. Donc tu vois, après il t'en reste plus que 4 pour être productif, quoi, pour pas faire une journée de 10 heures. Comme on a vu tout à l'heure. Et une marque en 5 heures. Ouais, voilà. Donc si tu as déjà une marque dans la journée plus 2 rendez-vous, voilà, tu es déjà à 9 heures, quoi. Mais donc voilà, un peu, j'essaye d'établir ma journée. Par contre, je me mets aucun jour off.
Donc pour moi, que ce soit un lundi, un dimanche, un mercredi, c'est la même chose. Ça, c'est pas bien. Non, mais ça, je sais que c'est pas bien. Ça, il faut que je le fasse parce que je sais que c'est compliqué, ouais. Bon, ce sera l'objectif de l'année. Ouais. Un jour off. Ouais. Une Ouais, fois ouais. les prendre. Oui, un jour où je me déconnecte vraiment. Oui, ça c'est pas. Ouh là. Ah mince, pardon, j'avais oublié ça. Je l'ai pris pour mettre pour pas que tu te débranches. Oui, j'avoue ça. Des fois, il y a des gens, ils comprennent rien. Je les appelle le dimanche et tout parce que dans ma tête, c'est un lundi, tu vois. Ouais. Et après, ils me répondent pas. Ils me disent, mais ça, on est dimanche là. Oh, pardon. C'est vrai que ça m'arrive tout le temps. Un peu décalé des fois, du coup, dans ces métiers. Mais j'arrive pas à dire stop. En fait, j'aime tellement ce que je fais que quand je travaille pas, en fait, limite, je suis pas bien, quoi. Ouais. Donc c'est ça aussi le truc. J'arrive pas à m'arrêter. Et c'est là, je stresse tellement en ce moment, j'ai des crises d'urticaire et tout, je me gratte le cou, tu vois, alors que j'ai pas de pression à me mettre, mais ça c'est moi, quoi. Donc voilà. Ouais, donc t'es un peu stressée quand même. Enfin, pas stressée, mais c'est parce que tu veux bien faire, c'est parce que tu... Ouais, je pense que je crois que je pense trop, hein, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, mais ouais. mon cerveau est trop à balle. Voilà. Oui, c'est un peu un problème comme positif, mais après, il faut suivre, faut se suivre soi-même dans tes projets. Non, c'était ça. Bah, du coup, je pense qu'on peut parler un peu de... je sais même plus à combien on est. De l'événementiel. 3e ou 4e corde à ton arc. Oui. Qui est donc l'événementiel. Donc, tu organises plusieurs choses. Tu peux nous dire un peu ce que tu fais globalement, et puis on pourra parler un peu de ton événement qui arrive là très prochainement, du coup. Donc oui, création d'événements, artistes et créateurs. Je fais ça principalement pour aider justement les artistes et les créateurs de la région pour qu'ils aient plus de visibilité. On sait à quel point c'est hyper difficile en ce moment, actuellement, d'être visible sur les réseaux sociaux, d'être visible tout court, d'arriver à vendre et de vivre de sa passion. Il y a de plus en plus de personnes qui essayent de vivre de leur passion, qui créent leur entreprise, qui sont dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que pour moi, ça me tient énormément à cœur de pouvoir les aider dans ce genre d'événement en fait. Donc dans l'événement, finalement, je fais tout. Je fais toute la communication, je fais vraiment toute l'organisation. Après, j'embauche aussi des personnes pour le jour J, du style photographe, vidéaste. J'ai embauché une graphiste aussi pour qu'elle me fasse l'affiche de l'événement, mais tu dois penser à tout. Là, cet événement, principalement, je fais carrément des interviews avec tous les stands d'artistes et créateurs. Donc, je leur ai envoyé un questionnaire, j'ai reformulé le questionnaire, j'ai prévu des questions. J'ai 2 conférences aussi prévues à cet événement, donc pareil, tu vois, prévoir toute une introduction pour la conférence, prévoir une 10 ou vingtaine de questions. Donc pareil, il va falloir suivre le fil, etc. Donc voilà, mais c'est pas là où je gagne de l'argent. Je perds de l'argent à faire ces événements pour le moment. Donc c'est plus côté bénévole que je fais ça. C'est vraiment plus dans un but d'aider les autres en fait. Donc c'est très énergivore. Je fais 2 événements comme ça l'été, en fait, qui sont déjà assez gros et c'est pas mal d'investissement. Mais pareil, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un investissement autant dans le temps qu'en argent. Donc c'est ça qui est très dur à... C'est très dur, en fait, de continuer là-dedans. Parce que les gens... Il n'y a pas... c'est compliqué. C'est compliqué parce que les gens ne se rendent pas compte. Et je fais vraiment ça pour aider les autres, mais j'ai trop peur que ça m'use à force, quoi. C'est vrai que 2, ça reste encore raisonnable peut-être en termes de temps, mais un événement, ça se prévoit tellement. Ça fait un mois et demi, 2 mois que je le prévois et j'ai presque bossé tous les jours pour le prévoir, quoi. Donc voilà. Non, mais c'est bien de trouver des gens, de tomber sur des gens qui quand même justement communiquent ou aident d'autres artistes. Je pense que c'est un peu par ce biais-là plus ou moins que je t'ai contacté ou que tu m'as contacté, je sais plus exactement au départ, mais je me disais c'est cool de voir des personnes avec, déjà par exemple en termes d'abonnés ou pas, plus de visibilité qui vont dire je sais pas, je vais publier ce que tu as fait, ça engage à rien. Je pense que c'est un peu le côté compétition, toi tu te dis pas du coup si je mets en avant je sais pas quelqu'un d'autre, ça va trop pas dommage. Me descendre par exemple sur toi, ton travail. C'est ça, j'ai l'impression que c'est très français ou européen, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se partagent pas entre elles parce qu'elles y voient de la compétition. Ça c'est un truc que je ne comprends pas du tout. Justement, on peut tous s'entraider, on peut tous se soulever, j'en sais rien, se mener vers le haut, quoi. Et c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dans le partage, dans l'entraide. Il y a quand même beaucoup d'égocentrisme, je dirais.
Beaucoup. Ouais. Je fais pas une généralité, mais c'est vrai que c'est très rare de trouver des personnes qui sont dans l'entraide, dans le partage, hein, malheureusement. Ouais, Donc, puis ça peut être. Enfin, moi je trouve que c'est quand même. Si on prend un point de vue un peu égoïste aussi, même à aider quelqu'un d'autre, au final ça retombe quand même souvent à des retombées positives pour toi aussi. Enfin, mais bien sans sûr. penser à ça en premier lieu, je dis pas Non, qu'il faut mais se bien dire on sûr. va Oui, aider mais bien quelqu'un sûr. pour Mais tout c'est seul, ça aussi. mais C'est pour ça tu vas aussi. rencontrer d'autres personnes, tu vas Mais c'est ça. voir du monde, et il y a peut-être C'est quelqu'un ça. un jour qui va te rappeler parce que tu l'as aidé Exactement, avant. Enfin, exactement. pour Et c'est autre ça qu'il y a chose. beaucoup de personnes qui comprennent pas. C'est ok des fois, on va dire peut-être 100 personnes. Il y en a 90, ils vont rien t'apporter. Mais il y en a quand même 10 qui vont t'apporter quelque chose. Ou même juste une seule sur 100, ça peut être déjà énorme. Et ça m'est justement déjà arrivé ça. Ou en fait, j'aide les autres, je m'épuise, ok, peut-être des fois à aider les autres, mais il y a toujours des moments où, moi après je crois beaucoup aussi à tout ce qui est univers, l'attraction, etc. Et je sais qu'à un moment donné, il y a l'univers qui me remercie et qui m'envoie un truc en mode, ouais, t'as été hyper généreuse avec les autres, etc. Donc voici ton retour. Et voilà, que je crois ou pas à ça, de base, j'ai aucune attente. Parce qu'il ne faut pas avoir d'attente, sinon tu es toujours déçu dans ce moment-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi, des fois, qui partagent aussi d'autres personnes, qui aident d'autres personnes, et elles sont dans l'attente d'un remerciement, d'un retour. Ça, il ne faut pas, jamais. Parce que ça arrive Très rarement. très rarement. Donc là, justement, quand j'ai commencé tout ce qui est mon entraide, partage, etc., les retombées positives que j'avais sur moi, finalement, j'avais pas beaucoup de personnes qui repartageaient mon truc, c'était pas du tout dans ce but-là, et du coup, dans tous les cas, ça se faisait pas. Mais c'est vrai que il faut pas du tout être dans ce truc d'attendre un retour. Ça se fait juste naturellement. Après, les années qui suivent ou les mois qui suivent, voilà, c'est quelque chose de naturel. Si tu es dans cette entraide-là, cette générosité de base, t'as que du positif qui peut arriver de toute façon, hein. Alors que si tu es trop perso, tout le temps toi, comment tu veux te développer en fait. C'est ça que je comprends pas. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de ne pas être visibles, de ne pas arriver à se développer. Mais en fait, elles ont envie, ces personnes-là qui se plaignent ont envie qu'on les partage. Partagez-moi, nanana, aidez-moi. Mais elles vont aider quelqu'un, elles aident personne. C'est un truc de contradiction, mais c'est un délire, quoi. C'est ça que je ne comprends pas. Justement, c'est les pires. C'est ces personnes-là, il y a beaucoup de personnes qui demandent qu'on les aide, mais elles aident personne autour d'elles. Donc non, en fait. Voilà. Toutes les personnes qui voudront être aidées par Océane, il faudra faire quelque chose en retour. Hein. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Juste, alors merci déjà, c'est très bien. Mais... tu sélectionnes, par exemple, je sais pas, les artistes que tu vas être... Non plus, je sais plus parler. Tu sélectionnes les artistes que tu vas mettre en avant, ou tu as des critères, ou comment tu fais pour te dire j'invite cette personne-là, ou je mets en avant son travail. Après là, du coup, je suis plus. C'est vrai que j'avais commencé tous les mercredis le partage des artistes et créateurs, mais c'est vrai que j'ai fait ça. En fait, je suis un peu dans l'hypersensibilité, pardon. Et quand j'ai commencé à faire ça au début, je me suis dit ça va être cool parce que je pense que c'est dans un but de soutien, donc tout le monde va se soutenir entre eux. Donc moi le but c'était, je partage ces trucs, tous ces artistes et créateurs le mercredi, toutes les personnes, pas toutes les personnes, mais une partie des artistes et créateurs qui vont voir la story, ils vont au moins liker le post de l'artiste et créateur qu'ils ont vu dans ma story, tu vois, c'était dans un but d'échange, d'entraide, d'échange de visibilité, etc. Et c'est vrai que ça s'est pas vraiment fait, tout le monde s'en fout de tout le monde finalement. T'as que les mêmes personnes qui likent les posts des autres gens, etc. Je voyais plus de 2000 vues dans mes stories. Des fois, je vérifiais vraiment, est-ce que le post a été un peu plus liké? Est-ce que la personne a été un peu plus suivie? Les gens s'en foutent. Tu peux même voir combien de personnes ont cliqué sur la personne, sur le lien. Mais des fois, tu avais 3 clics, 2500 vues. Je disais, mais attends, oui, ça sert à rien. Moi, ça me prenait des heures dans la journée, 1 heure dans la journée par exemple, parce que généralement, c'est des personnes qui m'avaient envoyé des messages pour se faire partager, parce que plus je partageais le mercredi, plus on m'envoyait des messages. Moi aussi, je suis chaud d'être partagée et tout machin. Et après, ils me disaient, écoute, moi, je fais ça. Ils se présentaient en fait. Donc moi, je faisais un petit résumé de ce qu'ils faisaient. Je l'écrivais dans ma story. Donc tu vois, quand il y a 8 personnes, ça te prend facilement 1 heure dans la journée, le fait d'enregistrer ces personnes, de faire un petit résumé de ce qu'ils font, tu vois, de les partager, de les identifier et tout. Et je me dis, mais quelle perte de temps pour qu'au final tout le monde s'en foute et tout le monde soit égoïste en fait. J'étais là, franchement, pas cool. Donc voilà, je me suis dit, si c'est pour perdre 1 heure de temps dans ma journée, que ça change rien à personne, autant pour les personnes que je partage, voilà, je me suis dit, j'ai vite arrêté en fait, ce partage malheureusement. Mais par contre, je continue quand même au niveau des événements, tu vois. Donc les événements, c'est des personnes avec qui j'ai déjà travaillé de base pour la plupart.
On va dire que c'est des personnes qui ont aussi été cool avec moi, on a fait des choses ensemble, etc. Donc je voulais aussi les remercier en les invitant à ces événements. Après, le deuxième événement, ce sera plus des personnes que je ne connais pas du tout. Donc tu vois, justement, renouveler des nouvelles personnes. Mais le but, c'est vraiment d'avoir tout le temps des artistes et créateurs différents. Là, le premier gros, entre guillemets, plus par sécurité et aussi des personnes avec qui je me sens à l'aise. J'ai préféré choisir, tu vois, sécurité et bienveillance, etc. Des personnes, je sais comment elles travaillent, donc je sais qu'il n'y aura aucun problème. Voilà, mais le but, c'est vraiment de partager tout type d'artistes et créateurs. Et justement, par contre, dans mes sélections, je préfère prendre des personnes qui débutent. Et que tu vois, et qu'ils n'aient pas une entreprise qui date d'il y a 10 ans, quoi. Enfin, pour moi, ça n'a aucune logique dans ce que je veux faire et dans ce que je représente, parce que ces personnes qui ont ouvert il y a 10 ans, on va dire, elles ont déjà leur clientèle, elles n'ont pas forcément besoin de visibilité, c'est plus ces personnes qui ont besoin de visibilité et qui méritent cette visibilité, quoi. Ouais, voilà. Plutôt jeunes créateurs, jeunes marques ou ce genre. Ouais. Exactement. En tout cas, toutes les personnes que tu m'as recommandées pour les podcasts, ça s'est bien passé. Ouais. Donc je pense que c'est une bonne sélection. Je ne les ai pas rencontrées encore en vrai, mais ça va. Alors, je pense qu'on a déjà pas mal parlé, mais j'ai mes petites questions habituelles de mon podcast, donc tu es obligée d'y répondre avant qu'on arrête de parler. Alors, je demande toujours à tout le monde ce que c'est leur définition d'un artiste ou de la vie d'artiste, donc je pense que, je sais pas si tu te considères en tant qu'artiste, mais créative en tout cas, donc pour moi c'est quand même très lié. Donc, oui, la création et les côtés artistiques de toute façon c'est assez lié. Qu'est-ce qu'un artiste ? Je pense qu'un artiste, c'est difficile comme question, c'est difficile. Je pense que c'est quelque chose que tu as en toi en fait, c'est un genre de don que tu as et qui est totalement naturel. Pour moi, le côté artistique c'est quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose que tu vas trouver en faisant des études ou une formation, en fait. Tu peux faire pour compléter des études, une formation, par exemple, tu veux devenir photographe, tu as l'œil de photographe, tu veux savoir comment fonctionne un appareil photo, tu vas faire une formation pour t'aider. Mais pour moi, être un artiste, c'est vraiment quelque chose que tu as en toi, en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on a toujours eu en nous, d'ailleurs, depuis qu'on est assez jeune. Mais des fois, on ne se développe pas ce potentiel malheureusement parce qu'on va dans les choses qui sont conventionnelles. Voilà, tous les travails un peu de base que la société a envie que... qu'il faut pour fonctionner. Voilà, fonctionner comme ça. Mais voilà, et un artiste aussi pour moi, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui est tout le temps dans la réflexion, tout le temps des pensées, 1 million de pensées par jour. Voilà. Ça me va. Alors, prochaine question. Est-ce que du coup, tu as des... J'aime bien demander des comptes ou autres. Ça peut être, je sais pas, vidéo, livre, même chanson. S'il y a une chanson particulière qui, je sais pas, te motive ou t'inspire ou que tu aimes bien suivre, qui t'apporte quelque chose justement, toi, dans ta... Ouais, alors moi j'avoue que c'est plus des comptes, il y a des personnes qui vont encore voir ça comme superficiel, je pense, mais c'est pas grave, je l'assume totalement. Je l'assume totalement, j'avoue que moi, ma star déjà c'est genre Iris Mittenard. Moi aussi j'aime beaucoup. On en parle. Miss Univers, la meuf incroyable, gentille, bienveillante, elle fait des vidéos de malade, enfin franchement... toute sa création de contenu, moi, elle me fait halluciner, j'adore, je rêverais d'avoir sa vie, clairement, et je pense que plein de filles rêveraient d'avoir sa vie. Je trouve cette nana incroyable et puis tellement gentille, je pense, intérieurement et naturellement, enfin, voilà. Caroline Receveur, classique aussi. Ouais. Voilà, Wonder Woman, Girl Power, Caroline Receveur, quoi. C'est vraiment ce genre de compte qui m'inspire beaucoup. Il y a plusieurs comptes aussi de mannequins que je suis. Il y a Chloé, je ne sais plus en fait son nom Insta exactement. Mais bref. On le mettra après. Ouais. Mais c'est beaucoup, et après je suis beaucoup principalement de créatrices de contenu et de mannequins sur les réseaux sociaux. Et plus justement des nanas comme Iris qui sont en même temps créatrices de contenu et modèles mannequins, tu vois, qui font un peu. Qui font les deux, mais pareil en fait au final. Moi je suis là. Et tu suis vraiment plutôt compte français ou tu suis aussi des comptes par exemple, je sais pas, étrangers ou... Plus des comptes français. Étrangers, beaucoup moins. J'essaye de m'identifier un peu à ce que j'aimerais devenir, on va dire. La meuf, elle pousse, elle est là.
Non, mais c'est le Voilà. meilleur de la meilleure chose, hein, de viser haut. Exactement. Donc ouais, j'essaie de m'identifier. Enfin, je suis que des comptes auxquels je peux m'identifier principalement. Voilà. Et niveau, par exemple, endroit ou lieu où tu aimes bien travailler, est-ce qu'il y a des endroits qui t'inspirent particulièrement? Ouais, Dacré, tu nous as dit que tu allais beaucoup aussi dans les hôtels, etc. Ouais. pour sa création de contenu. Est-ce que ce serait ça ou est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. Bah, c'est sûr que quand je suis dans une magnifique villa ou dans un hôtel, c'est génial. Pour faire de la création de contenu, c'est ce qui me plaît le plus parce que t'as 1 million de trucs à faire. En fait, c'est facile parce que c'est beau, tu vois, t'as pas besoin de tout bouger. Quand je fais ça chez moi ou à l'extérieur, t'es obligé d'acheter des trucs pour que ça fasse joli. Chez moi, j'ai oublié de bouger tout l'appart pour que ça... il y ait un minimum de compréhension dans la vidéo. Donc ça, c'est trop bien, oui. Surtout, tout ce qui est villa, hôtel, c'est incroyable de pouvoir faire de la création de contenu. Ouais, extérieur quand il fait beau, mais c'est pas non plus. En fait, je connais déjà, j'ai l'impression un peu tout du Pays Basque, donc ça me saoule un peu de faire des vidéos en extérieur au Pays Basque. Tout le monde s'est vu, revu. Puis ici, les gens, ils te regardent un peu comme une alien hein, quand tu fais des vidéos en extérieur. Ils te jugent beaucoup encore. Hein, c'est encore très. C'est vrai qu'au Pays Basque, on reste encore dans un côté où la création de contenu est pas super bien vue. Donc voilà, ici, si tu surfes pas, je surfe un petit peu, mais si tu surfes pas. À plein temps. À plein temps, voilà, t'es moins considéré, on va dire. Donc, c'est horrible de dire ça, mais il y en a qui vont me détester d'avoir dit ça dans la vidéo. Mais c'est pas faux. Enfin, voilà, faut être réaliste. À partir d'un moment, en 2 minutes, c'est vrai que tu dis que t'es créatrice de contenu, on te regarde avec des yeux. Qu'est-ce que tu fais? Bon, voilà. Alors que si t'es sur Paris, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que je pense que si j'étais à Paris, j'aurais beaucoup plus de lieux qui m'inspireraient. Ça, c'est clair, parce qu'il y a un bal de création de contenu, autant restaurant que... Et puis là-bas, tout le monde comprend la création de contenu. C'est acté, c'est un vrai métier, c'est facile. Donc pour ça, d'un côté, j'adorerais être à Paris, mais je pourrais pas vivre à Paris parce que j'aime trop le Pays Basque pour ça. C'est trop bien, la qualité de vivre ici, elle est juste incroyable. Mais c'est sûr que pour le travail, ça serait un avantage de ouf. Hein. En Indo, c'était incroyable aussi de faire la création de contenu. Là-bas, c'est pareil, hein, tout le monde en fait. C'est acté, c'est bon, c'est normal, c'est classique, c'est basique. C'est même too much là-bas. Trop de gens qui se filment. Mais ouais. Il faut juste que ça se démocratise, que ça se banalise. C'est pas parce qu'on se prend en vidéo qu'on est quelqu'un de superficiel. En fait, c'est un métier comme un autre, en fait, finalement. L'influence, maintenant, et la création de contenu, enfin, tout ce qui est influence, visibilité, c'est la chose la plus chère et la plus demandée au monde. Donc, en fait, il faut qu'à partir d'un moment, les gens comprennent ça. Tout ce qui est notre image, tout ce qui est créer des vidéos, c'est ce qui est le plus demandé actuellement. Donc, il faut arrêter le jugement des personnes. Ok, tu vois quelqu'un qui se filme dans la rue, qui fait un truc qui a l'air ridicule. Bah ok, tu peux limite rigoler, mais tant que ça reste dans la bienveillance, tu vois, tant que c'est pas de la moquerie, etc., c'est ok. Tu peux donner ton avis, dire que t'aimes pas ça. Si t'aimes pas voir ça, tu passes ton chemin en fait, c'est pas compliqué. C'est comme pareil sur les réseaux sociaux, t'aimes pas un contenu, tu passes ton chemin, Oui, tu scrolles, tu passes la vidéo, t'es pas obligé de dire ta gueule, pétasse, t'es moche, tu vois. Non mais t'as des trucs, des fois c'est juste ça. Ok, c'est quoi ton problème? Ah non mais... Non mais ok, après si t'es vraiment pas d'accord avec une vidéo, des fois t'as des avis qui peuvent être très durs, autant tu vois dans la politique, tu vois, des choses comme ça qui ok, tu peux commenter quelque chose en mode... Déjà tu commences par un bonjour, je suis désolée mais je ne suis pas d'accord avec toi, enfin t'es pas obligé de dire je suis désolée mais juste bonjour, je ne suis pas d'accord avec toi parce que... Tu vois, tu argumentes, tu dis juste c'est de la merde ce que tu dis, ta gueule, t'as des gens, tu dis mais pourquoi en fait? Oui, ça sert à rien. Puis ça sert à rien. Inutile, juste pour déverser la haine qu'ils ont en eux. Mais c'est vrai qu'en vrai, t'as encore beaucoup de personnes comme ça. Même j'ai aussi beaucoup d'entourage. Hein. J'ai clairement des amies, elles vont voir quelqu'un en train de se filmer, ben, elle va se moquer de la personne. Et moi, je suis là en mode, mais arrête, c'est mon taf aussi. Oui, et ça des fois, être toi devant. Exactement. Et des fois, quand je le rappelle, elles sont là, oui, mais toi, c'est pas pareil. Je suis là, si, moi, c'est pareil en fait. Mais voilà, juste arrêter de se juger entre nous, que ce soit même pour ça ou toute autre chose. Hein. Chacun son truc, chacun son métier, chacun sa façon de vivre, chacun sa façon de penser. Laissez tranquille les gens. Voilà, soyez heureux et voilà, et on voilà. en a marre. La méchanceté gratuite, ça suffit. C'est ça. C'est ça. J'ai une dernière question et demie, on va dire, parce que tu as déjà donné plein de conseils là. Donc, est-ce que tu as des conseils que tu aimerais dire, par exemple, pour des personnes qui... T'as un panel de métiers un peu large, mais par exemple, qui, je sais pas, peut-être qui se lancent dans la création de contenu, qui aimeraient en faire ou qui savent pas par quoi commencer.
et qui Ouais. osent pas s'affirmer, je sais pas, genre sur les réseaux. Est-ce que tu as des petits... Oui, alors déjà, Des petits tips. le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est prendre du recul. Prendre du recul, voilà, ne pas faire attention aux critiques, aux jugements, etc. Vraiment à se dire, ok, c'est pas moi le problème, si ça tombe, c'est les autres le problème, tu vois. Ouais. Donc voilà. Prendre du recul, c'est hyper important. Avoir confiance en soi, donc avoir confiance en soi, je dirais que ça passe par le développement personnel aussi. Si tu fais un beau travail sur toi, je pense que tout peut bien se passer finalement et tu peux prendre la direction que tu as envie de prendre. Avoir un bon entourage aussi, c'est important. Je dirais honnêtement que si tu n'as pas un bon entourage, que les personnes qui sont autour de toi ne comprennent pas ce que tu fais et ne veulent pas comprendre ce que tu fais, bah change ton entourage en fait. Et pas peur de les laisser tomber, changer complètement. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un gros tri dans mon entourage pour ces raisons aussi. Et maintenant, toutes les personnes qui ne comprennent pas ce que je fais, t'es pas obligé de comprendre non plus à 100%, mais au moins de ne pas me critiquer, quoi, de me soutenir dans ce que je fais, etc., un minimum. Si c'est pas le cas, je pense que j'ai rien à faire avec cette personne. Donc j'essaye de trouver de plus en plus de personnes qui me ressemblent et je conseille aussi à toute personne d'essayer de trouver des personnes mais qui vous ressemblent, quoi. Avoir les mêmes sens, que ce soit les mêmes centres d'intérêt ou voilà, enfin bref, c'est hyper important. Quoi d'autre comme conseil? De ne pas avoir peur de se lancer. C'est que même si on a la peur de la critique, je l'ai encore, hein, mais même si on a la peur de la critique, etc., il faut y aller, il faut foncer. Il faut tester des choses. C'est pas grave si tu te plantes, si tu as un échec ou autre. C'est bien justement, tu apprends toujours de tes erreurs, tu apprends ce qui n'a pas fonctionné et tu peux toujours te relever dans tous les cas. Même si tu as fait de la merde à un moment donné, tu peux toujours te rattraper. Ouais. Voilà. Rien de dramatique et d'irrémédiable. Exactement. Exactement. Normalement, je pose une autre question, mais tu m'as déjà donné plein de références d'invités de podcast, alors je vais pas t'en demander un 10e pour cette fois. Merci beaucoup d'être venu pour me raconter tout ça. Je pense qu'il y avait beaucoup de, oui, de beaucoup de choses à dire de là. contenus différents, d'univers différents, donc c'était super. 2 heures de vidéo. Ouais, c'est ça, un podcast 3 heures pour ces personnes qui nous écoutent. Je mets tous tes liens, comme d'habitude, en description pour que tout le monde puisse voir concrètement ce que tu fais aussi. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit commentaire si c'est gentil. Hein, et on soutient, ok. Voilà, et puis on se retrouvera dans 2 semaines pour un prochain épisode avec quelqu'un. Trop bien, merci.